merci. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. J'avais prévu initialement de centrer mon intervention sur les questions de l'ordre international qu'appelle la situation à la fois de mutation technologique, écologique et sociale. Et en lisant l'annonce de la première session qui pose la question des rapports entre ce qui est en fait et ce qui est en droit, et la différence entre les deux, je me suis dit qu'il pouvait être utile de commencer par situer un petit peu ce qu'on appelle le droit, parce que ça peut paraître évident pour beaucoup, mais je m'aperçois souvent que ce n'est pas le cas. Donc je vais commencer par ça, puis ensuite je passerai à la question de l'ordre international. Le droit, c'est une technique immatérielle dont les origines remontent à la Rome antique, qui s'est structurée dans la période médiévale, et sa grande particularité dans l'histoire des civilisations de l'île, c'est que ces civilisations reposent sur la foi dans l'existence de lois qui échappent à la volonté humaine. Ces lois ont été imputées à Dieu d'abord, et puis progressivement la nature a pris la place de Dieu, si je puis dire, et à la soumission de l'humanité à des lois transcendantes a succédé leur soumission à des lois dont on postule qu'elles sont immanentes. Par exemple, l'ordre spontané du marché, la lutte des races, le socialisme scientifique ont été autant d'expressions de cette foi en des lois immanentes qui, à mes yeux, sont simplement le retournement de la carte de la foi dans des lois transcendantes. D'ailleurs, Giuseppe Longo a dirigé un petit séminaire sur ce sujet qui a été publié sur loi des dieux, loi des hommes, loi de la science. Alors le droit dans ce panorama se présente comme des lois dont les sources sont humaines, sont la volonté humaine. Donc c'est un fait de culture, et c'est un fait de culture qui s'inscrit à un moment donné de l'histoire dans l'ensemble des phénomènes culturels. Je dirais que le droit avance d'un même pas que l'art et la technique. Là où l'art se réfère à l'esthétique, la technique à l'utile, ou la science au vrai, le droit se réfère à une idée de justice. Et ça avance ensemble, et on ne peut pas dire que ce soit ni en avance ni en retard. C'est un rapport dialectique avec le réalisme. Je vous disais que, par exemple, le principe de l'égalité des hommes et des femmes, est-ce que c'est en retard par rapport à la réalité? Bon, non. On a l'impression que c'est plutôt en avance. Enfin, si on est optimiste. Mais ça exerce une certaine traction sur les faits. Et en revanche, le droit doit aussi tenir compte du changement des techniques. Donc le rapport n'est pas simplement... le rapport est de... Il y a à un moment donné de l'histoire, les trois vont ensemble. Et par exemple, l'idée de Grotius, que se passerait-il, son hypothèse appuie, si Dieu n'existait pas? Grotius répond, ça continuerait comme avant. Et il le fait presque un siècle avant Laplace. Donc il faut bien avoir en tête cette espèce de participation du droit comme fait de culture à ce que Castoriadis appelle l'institution imaginaire de la société. C'est-à-dire à un moment déterminé, on se représente la société comme obéissant à un certain ordre, à une certaine loi générale, et le droit participe de cette représentation. C'est ainsi que le monde industriel et la seconde révolution industrielle ont été portés par l'idée que le monde était une vaste horlogerie. Les êtres humains des sortes d'engrenages dans cette horlogerie. Et donc la loi et le droit sont conçus sur le modèle de la physique classique, elle aussi comme un jeu de poids, de force et d'énergie. Alors aujourd'hui nous avons basculé dans un nouvel imaginaire qui est l'imaginaire cybernétique, qui conduit à se représenter l'être humain non plus comme un rouage obéissant, mais comme une machine réagissant en temps réel aux signaux qu'elle reçoit. Et donc, à l'idée de l'être obéissant, on est passé à l'idée de l'être programmable, et ceci est à l'œuvre notamment, et
visible dans l'évolution du droit du travail. Une autre remarque liminaire, c'est sur la normativité des concepts juridiques et la façon dont elle continue d'infuser dans les autres domaines du savoir. Si je prends même le vocabulaire biologique, il est plein de concepts juridiques. Le patrimoine, le code. Plus profondément, c'est la dichotomie sujet-objet qui a informé le décollage scientifique en pensant qu'on pouvait poser le monde devant soi comme un objet face à un sujet connaissant. Et puis ensuite, on a pensé que la société elle-même, par les ressources du calcul et de la quantification, pouvait être posée comme un sujet, posée devant un sujet qui va, à partir du moment où il a la connaissance de ces lois immanentes de son fonctionnement, eh bien, il va pouvoir la gérer rationnellement, scientifiquement. Donc c'est l'ambition de cette gestion scientifique. Un débat sur lequel je veux dire un mot aussi, qui est très important quand on aborde la question juridique, c'est les rapports droit et pouvoir. Je dirais globalement que les grands, ce qu'on peut appeler les pères de la sociologie et de l'anthropologie, avaient conscience de la complexité de ce sujet et que cette conscience s'est largement effacée dans l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est Louis Dumont en fait la remarque dans un petit article particulièrement intéressant sur une relecture du nazisme. Il dit au fond à quoi croyait Hitler? Il croyait au rapport de force. C'était peut-être même sa seule conviction. Qu'est devenue la science politique après-guerre? Eh bien, elle croit uniquement au rapport de domination. Donc la tendance lourde après la Seconde Guerre mondiale en sociologie a été de rabattre le phénomène juridique sur les phénomènes de domination. Tout est domination, pouvoir, micro-pouvoir, etc. Alors, ce n'est pas une très grande découverte de dire que le droit peut être un instrument du pouvoir. Mais ça a conduit à, je crois que c'est sûr, cette remarque, il s'étonne en arrivant en France de voir tous ces intellectuels qui se réclament de la liberté sans s'interroger sur les conditions institutionnelles qui la rendent possible. Or, de fait, si le droit est bien une technique du pouvoir, c'est aussi une technique de limitation du pouvoir. Un pouvoir reposant uniquement sur la force n'a pas d'avenir. Pierre Dac l'a dit sous une formule divertissante, mais bien sentie. Il a dit l'établissement de l'ordre par la force est un établissement de dernier ordre. C'est assez bien vu. Si vous voulez, par rapport à l'exercice du pouvoir, si je voulais utiliser une image nautique, je dirais que le droit fait penser à la quille des voiliers. Il peut freiner le mouvement vers la droite ou vers la gauche. Il n'empêche pas le mouvement, mais il le freine, ce qui veut dire que dans tout ordre où le droit est pris au sérieux, il y a le pouvoir est bridé. Et c'est en ça qu'il faut distinguer la norme juridique de n'importe quel autre système de normes. L'univers de Marquis de Sade est plein de normes. On peut difficilement y voir un ordre juridique, parce que ce qui lui manque, c'est l'interdit. Et là, en employant le mot dans le sens où Lacan l'écrit, interdit, c'est-à-dire l'aménagement d'un espace entre les sujets parlants, ce qui veut dire que pour qu'il y ait autonomie du sujet parlant, il faut qu'il y ait soumission à l'hétéronomie de la langue. Même si je vous appelais ce matin à faire la révolution, une seule solution, la révolution, je devrais le faire en me soumettant aux règles de la langue française, faute de quoi vous ne pourriez pas m'entendre. Donc, cette articulation hétéronomie-autonomie est également très importante pour comprendre la spécificité du phénomène juridique et le fait qu'il ne peut pas y avoir l'affirmation de droit reconnu à un individu sans ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme appelle un régime de droit, ce qui est une traduction qui est très intéressante de rule of law. Et évidemment, cette idée que les relations économiques, sociales et autres politiques sont soumises à un régime de droit,
les place sous l'égide d'un régime de droit, est quelque chose qui est renversé lorsqu'on est dans un ordre scientiste, qui est toujours potentiellement totalitaire, qui va considérer au contraire la norme comme un outil au service de ces lois immanentes qui seraient révélées par la science. Aujourd'hui, la constitution chinoise, par exemple, interdit à quiconque de troubler l'ordre économique de la société. Je dirais que ça pourrait éclairer la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes lorsqu'elle fait passer toute espèce de règles sous la toise de la libre concurrence, donc d'un certain nombre, d'une foi en un certain ordre économique. Voilà quelques remarques liminaires. Je vais m'approcher du sujet maintenant en parlant de la question de l'inscription territoriale des lois. Jusqu'à une période en fait très récente, le vocabulaire juridique, lorsqu'il s'agissait de parler de la terre qui nous porte, était très riche de vocabulaire. On parle de domaine, région, pays, village, etc. Et le mot espace, cette notion cartésienne d'espace, définie uniquement par des données géométriques, n'était utilisé dans le vocabulaire juridique que pour désigner des lieux humainement inhabitables. Ce qu'en latin on pourrait appeler immundus, ou en grec, chaos. Donc on parlait d'espace maritime, d'espace aérien, d'espace interstellaire. Mais dès qu'il s'agissait des lieux habités, on ne parlait pas d'espace. Et c'est l'Union européenne qui, la première, introduit, si je puis dire, l'espace sur la Terre. C'est donc, on pourrait le mettre en rapport avec l'idée de la liquidité chez Bauman, c'est-à-dire que ce qui était désigné uniquement pour les océans va se mettre à servir à désigner la Terre elle-même, puisque l'Union européenne se définit à partir du traité sur le marché unique comme un espace de liberté, de sécurité et de justice, c'est-à-dire quelque chose qui était déconnecté de toute espèce d'inscription territoriale. Alors, c'est le symptôme d'un désancrage de l'ordre juridique avec ce que est appelé ici la localité. Et cela renvoie à une discussion assez ancienne, récurrente, dans l'ordre de la pensée. Vous vous rappelez Pascal qui dénigre les lois humaines, parce que vérité d'un côté des Pyrénées, erreur de là. Ce à quoi Montesquieu répond dans l'esprit des lois, il faut que les lois soient adaptées à l'histoire, à la géographie, à la culture, aux mœurs, etc. Donc, il plaide pour une relativité des lois humaines qui doivent tenir compte de la diversité des conditions à la fois physiques, sociales et symboliques d'existence des différentes communautés humaines. Et Montesquieu lui-même, à son tour, va être critiqué par Condorcet, qui dit « Mais pourquoi Montesquieu s'intéresse-t-il au droit chinois ?» Condorcet dit « Si la raison est une, les lois doivent être une et universelles. » Vous avez cette dimension, j'allais dire, platonicienne, qui aurait un ordre des idées commun à tous et qu'on pourrait ensuite projeter indépendamment de la diversité des expériences concrètes. L'actuel projet de réforme des retraites est un bon exemple de cette façon de concevoir le droit. Et donc aujourd'hui, on peut dire que globalement, le droit international, pour une partie, est porté par la vision de ce monde rendu uniforme par une égale soumission aux droits de l'homme et à l'ordre spontané du marché, ce que Hayek appelle la grande société, c'est-à-dire un monde réduit à l'état de particules contractantes qui sont mues, chacune d'elles, par le calcul de leurs utilités particulières. Cette vision ne conduit à faire du droit privé, des règles de propriété et de contrat, le cadre universel, alors que tout ce qui relèverait de la définition de l'intérêt général et de solidarité devrait respecter, serait placé sous l'égide de ce droit économique.
Alors là où il y a un problème, c'est qu'on peut justement repérer que ces catégories qui sont pensées comme universelles dans la pensée dominante aujourd'hui sont en fait souvent à la fois récentes et elles reposent aussi sur des fictions qui sont au fond autant de fictions insues mais fondatrices du capitalisme. Sur ce point, l'auteur qu'il faut lire, c'est évidemment Karl Polanyi, lorsqu'il caractérise le capitalisme par le fait de traiter comme des marchandises trois choses qui ne sont pas des marchandises, comme des produits, trois choses qui ne sont pas des produits d'activité humaine, le travail, la terre et la monnaie. Elles ne peuvent être traitées comme des marchandises que moyennant le recours à des fictions juridiques. Par exemple, dans le cas du travail, pour faire que ce que je suis en train de faire puisse être considéré comme un travail éventuellement appelant une rémunération, ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, ça supposerait de distinguer cette chose de celui qui est en train de vous parler, ce qui ne peut être fait que par l'effet d'une pure fiction. Donc c'est quand même intéressant de rappeler à la doxa économiste que le concept de marché du travail repose tout entier sur une fiction juridique. Et les fictions juridiques ne sont pas des fictions romanesques. Dans une fiction romanesque, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez imaginer que vous êtes le père de votre père, aucun problème. La fiction juridique, sa fonction, c'est de rendre vivable, d'accorder une certaine représentation mentale avec la réalité des faits. Parce que le propre de l'être humain, c'est de vivre un pied dans le réel physico-chimique et biologique et l'autre dans un univers mental, mais l'univers mental, comme le dit Prévert, là je ne cite pas Pierre Dac mais Prévert, mental ment monumentalement. Donc la fiction juridique est quelque chose qui permet de raccrocher quand même ces représentations avec la réalité. Je le dis pour le travail, et Polanyi fait la remarque pour la terre, et de même un concept aussi basique pour quelqu'un comme Hayek ou Hume ou Locke, que la propriété, qui commence d'ailleurs chez Locke par la propriété de son corps, ce qui est assez hallucinant si on veut bien y penser. Wittgenstein dit qui dit j'ai un corps, c'est-à-dire j'ai un rapport de propriété avec mon propre corps, il faudrait lui demander qui parle avec cette bouche. Donc déjà cette espèce de coupure introduite au départ dans la propriété de son corps. Alors la propriété de la terre est également largement fictive, puisque si vous l'installez au milieu d'un champ en lui disant d'un ton impérieux qu'il est à vous, il est sûr qu'au bout d'un siècle, c'est vous qui serez à lui. Donc le rapport avec la terre est un rapport ambivalent et qu'il faut tenir compte de cette ambivalence. Il y a des cultures qui savent le faire. Je dois beaucoup la lecture de Danuta Libersky, de ses écrits sur la souveraineté de la terre, où elle montre dans les sociétés africaines où on a gardé cette conscience du fait que, évidemment, je peux être maître de la terre, possesseur, mais la terre est maître et possesseur de l'être humain, et donc il faut jouer dans cette dualité. Ce qui veut dire au passage que le retour critique sur la dimension normative de nos concepts et de nos catégories de pensée suppose d'ouvrir les sciences humaines à d'autres points de vue que le simple point de vue euro-américain, hérité de l'expérience romano-canonique. C'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut d'études avancées de Nantes, c'est sans doute la raison pour laquelle le ministère vient de nous priver de toute espèce de ressources. Ce refus, si vous voulez, lorsque dans la démarche actuelle, on va considérer que le droit n'est qu'un instrument au service des lois immanentes. Et on est revenu à cela, il y a eu ces expériences la première moitié du XXe siècle, mais aujourd'hui le fantasme du marché nous fait revenir à cela. Et au fond, la seule loi serait la lutte de tous contre tous, et ça nous condamne à la fois à la violence sociale et à la catastrophe écologique. Il y a un peu de prévision dans l'ordre juridique.
La Constitution de l'OIT en 1919, la Déclaration de Philadelphie en 1944 vont répéter cette même phrase: il n'y a pas de paix durable sans justice sociale. Si vous laissez prospérer trop d'injustice, vous avez de la violence. Ce n'est pas une déclaration angélique de bonne sœur, enfin j'ai beaucoup de respect pour les bonnes sœurs. C'est le fruit des expériences les plus mortifères, les plus sanglantes qu'ait connues l'humanité, vers les deux guerres mondiales. Et on en a conclu tout ça. Bon. Il semble qu'il y ait un oubli aujourd'hui de cela. Et c'est lié à la difficulté de penser la limite aujourd'hui. Puisque le droit se définit comme un art des limites, or l'idée de limite semble devenue tabou. Il y avait bien eu en 1978 le rapport sur les limites de la croissance, mais cette notion a disparu au profit des objectifs du développement durable, que je présume que vous avez une petite idée de ce que sont ces objectifs, mais enfin c'est fascinant. Donc vous avez 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles et complétés par 230 indicateurs de performance. Ça veut dire qu'on projette sur la planète entière les techniques de management des entreprises. La Terre tout entière serait une vaste entreprise qu'on pourrait piloter par indicateur sur le mode. Nous sommes en plein dans l'imaginaire cybernétique que j'évoquais tout à l'heure, de la programmation, où il serait possible de faire l'économie de l'interdit. C'est ça qui est très important. On pourrait faire l'économie du droit. Et ça, j'en ai fait l'expérience personnelle dans la Commission mondiale sur l'avenir du travail. On s'était doté l'OIT pour préparer son centenaire en 2019, où j'ai vu qu'on pouvait parler de tout, sauf quelles règles du jeu impératives à l'échelle de la planète. Ça, c'est une question dont on ne doit pas parler. Vous pouvez parler, alors, ad libitum, du travail sous algorithme, des plateformes, etc. Mais dès qu'on touche la question normative, là, raidissement, c'est dangereux, parce qu'en fait, c'est le cœur de métier de l'OIT. Donc on pourrait s'attendre à se dire quel est l'avenir de cette organisation. C'est la question de l'avenir du travail, il y a des rapports un peu partout. Alors, j'en viens au sujet d'actualité, quel pourrait être, d'abord quel est l'état et quel pourrait être le futur de l'ordre juridique international. Nous sommes les héritiers de l'effort qui a été fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale de refonder cet ordre international. Au fond, c'est un moment passionnant ce qui se passe entre 1944 et 1948, parce qu'il y a une prise de conscience de la catastrophe à laquelle conduisent les visions scientistes de l'humanité. Et il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de sursaut dogmatique. On dit non, il faut que l'ordre du monde soit régi en fonction de ce qu'on veut pour le monde où nous vivons, et non pas de lois supposées naturelles où les races supérieures écraseraient les autres. Donc il faut qu'on s'entende entre nous sur ce qui vaut et sur des règles. Là, on n'était pas encore dans le gestionnaire et des indicateurs. Et c'est à cela qu'on doit des textes importants, qui vont de la Déclaration de Philadelphie, disons, de 1944, jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La faiblesse de ces textes, sans doute, c'est d'avoir, et ça, Simone Weil en faisait de façon prémonitoire, parce qu'elle meurt en 1943, je parle de la philosophe, en faisait déjà l'annonce, c'est de réfléchir uniquement en termes de droit et pas d'obligation. Donc, on crée un monde où il y a une distribution de droits individuels, l'affirmation que chacun est titulaire de droits, et puis ensuite, eh bien, j'allais dire que le meilleur gagne. Surtout à partir du moment où l'idée de régime du droit s'est affaissée avec l'affaiblissement du pouvoir des États. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que si l'on veut repenser aujourd'hui à nouveau frais un ordre juridique international
qui tiennent compte non seulement des problèmes qu'on avait en tête dans l'après-guerre, qui étaient les problèmes de la technologie et de la justice sociale, mais aussi les questions cruciales de la justesse écologique, on ne peut pas se contenter du vocabulaire des droits. Alors, la tentation existe, hein. Il y a une remarquable thèse qui a été soutenue d'ailleurs par quelqu'un qui travaillait avec moi au collège sur la notion de droit à un environnement sain. Vous voyez, c'est tout de suite la tendance à dire, bon, bah, alors il y a un problème avec l'environnement, on va distribuer un droit à un environnement sain. C'est une approche dont je ne suis pas convaincu. Pour dire d'un mot la perspective dans laquelle, il me semble, on pourrait se situer, et c'est un mot de la langue française qui n'est pas traduisible en anglais, c'est pourquoi on m'a dit tu n'as aucune chance. Mais il me semble dans la filiation de ce que Stigler a rappelé tout à l'heure au sujet du texte de Mauss sur l'internation. Aujourd'hui, nous sommes pris en étau, au fond, entre deux discours. Celui de la globalisation, selon lequel la planète serait donc vouée à être soumise à des lois universelles de l'ordre spontané où chacun calcule ses utilités, il faut permettre ce jeu. C'est l'univers de la globalisation. Et de l'autre, ceux de tous les repliements possibles et imaginables. Parce que, de fait, lorsque l'on s'acharne, ce qui est le cas actuellement, à démanteler tous les systèmes de solidarité qui avaient été édifiés sur des bases démocratiques dans l'après-guerre, ça ne fait pas disparaître les solidarités, ça les voit réapparaître sur des bases qui sont aujourd'hui essentiellement d'assignation biologique, la couleur de la peau, l'orientation sexuelle, l'origine corse ou bretonne, enfin tout peut servir, si je puis dire, pour réaffirmer des identités fondées sur la viande. Ça me paraît être une régression, et là encore, la promesse de violence à venir. Alors, entre ces deux écueils, il me semble que la notion d'internation est particulièrement intéressante, et je dirais, le mot qu'on pourrait employer en français, c'est mondialisation par opposition à globalisation, puisque la mondialisation, ça vient donc de mundus, qui est l'équivalent de cosmos en grec, qui s'oppose à chaos, et mundus à immundus, c'est-à-dire de penser le monde comme une mosaïque de culture, d'histoire, de tradition, et je me situe clairement dans la tradition de Montesquieu, pas dans celle de Condorcet, en isolant ça. Et cela devrait être vrai déjà en commençant par l'Union européenne. Alors, sur quelle base, si on admet cette perspective, qui consiste à dire, au fond, on ne reviendra pas aux vieilles idées de droit international du monde comme un pavage d'États qui peuvent s'ignorer les uns les autres. C'est un peu la position du président Trump aujourd'hui. Il dit chacun chez soi, moi je fais l'Amérique grande et puis chacun se débrouille pour être grand tout seul. Bon, ce qui est un discours qui masque en fait des pratiques d'allégeance et plutôt de facture impériale. Mais ça, je vois que ce discours séduit beaucoup dans beaucoup de pays. Chacun se débrouille, on restaure les souverainetés nationales, et puis on peut avoir le monde comme un pavage d'États souverains. On peut douter du réalisme de cette perspective qui ignore les interdépendances objectives croissantes qui existent sur le plan technologique, évidemment, la révolution numérique, qui est une révolution technique de très grande ampleur, les risques écologiques, les risques sanitaires. Donc il y a une interdépendance objective des États. La question est de savoir comment on transforme ça en solidarité active et réfléchie. Alors dans cette perspective de mondialisation, il faut évidemment en finir avec la doxa actuelle qui est celle de l'engagement de tous les États du monde dans cette course ricardienne au moins-disant fiscal, social, écologique. Et on ne pourra le faire qu'avec des règles de droit. Là encore, je ne pense pas qu'on puisse échapper à la question juridique.
Or, aujourd'hui, nous sommes dans un ordre juridique international qui est, qu'on peut dire, schizophrénique. Parce que nous avons d'un côté les organisations héritées de l'après-seconde guerre mondiale qui visent à développer les droits économiques et sociaux, c'est-à-dire par exemple l'OMS dans le cas de la santé, la FAO pour l'alimentation, l'OIT pour le travail, l'UNESCO pour la culture, qui accordent un primat à des droits économiques et sociaux. Puis de l'autre côté, vous avez des organisations comme le FMI, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, qui accordent au contraire une primauté au principe de la libre concurrence et de la libre circulation des capitaux et des marchandises. Et ces deux ensembles sont une source de schizophrénie, j'allais dire, je peux vous en donner un exemple. Prenez le cas grec, la Troïka va chez les Grecs et leur dit il faut absolument limiter vos dépenses publiques. Donc ils ont licencié 25% à peu près du personnel hospitalier. Le résultat a été qu'il y a eu une augmentation massive, évidemment, de gens qui allaient à l'hôpital, paupérisés par les mesures, dans un contexte où il y avait beaucoup moins de personnel de santé. Donc ce personnel de santé ne voulait pas laisser les gens mourir devant la porte, donc ils se sont mis à avoir des temps de travail démesurés. Eh bien, la Commission européenne est revenue, a dit à la Grèce, vous êtes en infraction avec les limites du temps de travail, et la Grèce a été condamnée. Donc là, on est vraiment dans un cas de schizophrénie claire. Alors, comment peut-on en sortir? Il me semble qu'il y a trois principes qui pourraient être avancés, et je terminerai donc sur l'énoncé de ces trois principes, on pourra en revenir sur la discussion si vous voulez. J'ai encore 10 minutes, à peu près. Le premier, c'est le principe de solidarité, qui est donc la réponse à cette interdépendance objective croissante entre les nations. C'est une idée qui est déjà présente dans la constitution de l'OIT, qui dit que la non-adoption par un État quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts d'une autre nation. Vous voyez que c'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement transposer à la question écologique. La non-adoption par un État quelconque fait obstacle aux efforts des autres. Ou bien, dans la déclaration de Philadelphie, la pauvreté, où qu'elle existe, est un danger pour la prospérité de tous. Donc, on a déjà cette idée. Ce qui veut dire que la solidarité ne doit pas s'entendre comme, si on raisonne en termes de mosaïque, de mondialisation, comme mettre tout le monde sous les mêmes règles, nécessairement, mais comment on engage une communauté d'efforts. Et cela suppose de décliner ce principe de solidarité à plusieurs niveaux. D'abord, une solidarité entre les États. Si l'on ne veut pas que les efforts des uns soient entravés par l'absence d'efforts des autres, on est obligé de connecter avec l'ordre économique et financier. Et donc dire, on va en tenir compte dans la libre circulation. C'est-à-dire on ne va pas laisser circuler des produits qui ont pu être fabriqués dans des conditions qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales qui nous paraissent devoir être justifiées. Ça serait un pas qui me paraît élémentaire. D'ailleurs, je crois que le président Macron lui-même a évoqué cela. C'est quelque chose qu'il a intégré. Également, mais ça serait un bouleversement important par rapport à l'ordre commercial du monde qui a été instauré à la fin des années 90. Il faut aussi penser une solidarité entre les organisations internationales pour assurer la primauté des normes écologiques et sociales sur les normes économiques et financières, pour en sortir avec la schizophrénie que j'évoquais tout à l'heure. Alors, en troisième lieu, le troisième lieu de la solidarité, c'est celui des entreprises. Les entreprises, à partir du moment où elles sont autorisées, comme c'est le cas aujourd'hui, à opérer sur un territoire sans contribuer aux charges sociales et fiscales de ce pays, méconnaissent un devoir de solidarité qui est en fait indissociable avec l'affirmation des droits économiques et sociaux qui ont été faits en 1948. Pour qu'il puisse y avoir un droit aux soins quand on est malade, il faut qu'il y ait un système de santé qui soit financé. Et donc ces droits, c'est là que vous voyez la limitation, si on raisonne qu'en termes de droits, a en regard un devoir, le devoir de tous, de contribuer au système. Donc on doit penser l'ordre international non seulement en pensant aux États et aux organisations sociales, mais aussi en pensant aux entreprises.
dont le statut juridique aujourd'hui est extrêmement ambigu. Elles sont traitées d'un côté comme des sujets de droit comme les autres. Là encore, vous avez l'effet des fictions. On dit c'est des personnes morales. Encore, on est dans un monde de la mythologie totale. Donc, elles ont des droits de l'homme. Bon, c'est ce qu'admettent les cours européennes. Les grandes entreprises sont titulaires de droits de l'homme. Mais en revanche, comme c'est des sujets de droit privé, elles n'ont aucune responsabilité à l'échelle de la planète. Alors, l'idée de faire reconnaître la responsabilité aux entreprises est apparue chez les entreprises elles-mêmes de façon un peu préventive par ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et économique, mais ça a été avancé principalement pour justement éviter qu'il y ait des droits là aussi. Que ce soit, pour moi, c'est l'héritage de ce qu'était le paternalisme au XIXe siècle. Il y avait des bons patrons qui voulaient. Ça a été utile, mais ça a préparé ensuite une démarche juridique. Alors ça serait le bon usage de la responsabilité sociale et écologique des entreprises. On dit, bon, c'est à un moment, on va tenir compte de ces bonnes pratiques et puis on va passer à des règles de façon à ce que les entreprises qui se soustraient à ces obligations n'en tirent pas un avantage compétitif sur les autres. Donc, il y a un projet d'instrument contraignant qui a été mis à l'étude aux Nations Unies relatif au respect des droits humains par les entreprises. La première version du document était vraiment très intéressante parce qu'elle reconnaissait à ces grandes entreprises un certain statut de sujet du droit international et donc titulaire d'obligations. Je vous dis tout de suite qu'il faut lire la version numéro 1 parce qu'au fil des versions, il ne reste presque plus rien. La dernière version date de juillet 2019. Tout ce qui pouvait être intéressant a été retiré. Je le dis au passage, puisque s'il est question de rencontrer M. Guterres, on pourrait attirer son attention sur ce document. Il est très intéressant parce que ce à quoi on revient, c'est à l'idée pavage d'État. On est dans un droit international où il n'existe que les États comme seul sujet. Bon, ça c'était le principe de solidarité. Le deuxième, c'est un principe de démocratie économique. Les démocraties modernes ont été conçues comme démocratie politique, à base de nombres, un homme, une voix, tout se simplifie, tout devient opération de calcul. Ça a été complété ensuite par ce qu'on appelle la démocratie sociale et la démocratie industrielle, dans le vocabulaire proudhonien ou anglais. Mais l'objet de cette démocratie sociale, c'est de négocier les termes de l'échange salarial principalement, et sans parler de la question de pourquoi on travaille, comment on travaille. Quand je parle de démocratie économique, c'est pour dire que nous avons besoin d'ouvrir un espace où tous ceux qui travaillent peuvent dire, interroger la question, mais qu'est-ce qu'on fabrique? Comment on fabrique? Est-ce que c'est utile? C'est là qu'il y a un lien très étroit entre la question sociale et la question écologique. Et au fond, le seul texte sur lequel je le cite toujours, il faut me pardonner de le rabâcher, parce que d'abord je trouve que c'est très bien dit, et puis c'est prémonitoire, c'est dans la déclaration de Philadelphie où il est question des droits des travailleurs. Alors je cite, à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur habileté et de leur connaissance et de contribuer au bien-être commun. Ça me semble fournir la base de ce qu'on pourrait appeler une juste division du travail, où chacun, d'abord son travail doit avoir un sens, la satisfaction de montrer ce qu'on sait faire. Et là, il y a actuellement des pans entiers des jeunes générations qui en sont privés. Et donc, ils quittent leur pays au péril de leur vie, traversent le Sahara, se noient dans le... Enfin, ce serait urgent de reconnaître l'existence de ce droit. Et puis l'autre aspect, contribuer au bien-être commun, ça implique un droit de ceux qui travaillent, de regard sur le fait de savoir si leur travail contribue bien au bien-être commun. Est-ce qu'on n'est pas en train de me faire fabriquer des produits qui sont à obsolescence programmée? Ou est-ce qu'on ne les fait pas fabriquer dans des conditions qui sont préjudiciables à l'environnement? Donc c'est tout cet ensemble qui mériterait d'être ouvert sous le nom de démocratie économique. Et puis le dernier principe, c'est celui de responsabilité sociale et écologique.
je termine là-dessus, mais c'est peut-être le plus important à mes yeux. La grande invention juridique du XXe siècle a été l'État social. Ça a été la réponse des démocraties aux défis industriels et une réponse gagnante vis-à-vis des réponses totalitaires. Cette invention, son pivot, ça a été une révolution dans le droit de la responsabilité, dans la façon de concevoir la responsabilité. Jusqu'à la fin du 19e, ça c'est la thèse de François Ewald, il explique ça très bien, jusqu'à la fin du 19e, on n'est responsable que si, dans la culture occidentale, en Orient, ce serait tout à fait autre chose, que si on a commis une faute. Si je n'ai pas commis de faute, je ne suis pas responsable. Ce qu'on invente à la fin du 19e, c'est ce qu'on appelle la responsabilité objective, c'est-à-dire, bon, peut-être tu n'as pas commis de faute, mais quand même tu profites de cette machine, elle commet des dommages, elle a explosé, donc c'est toi qui dois répondre des dommages causés, indépendamment de la considération de la faute. Donc vous voyez, on a eu à l'origine de cette grande invention, la question de responsabilité est une question cruciale. Et aujourd'hui, elle est plus cruciale que jamais, car l'organisation, la globalisation, disons, est porteuse d'irresponsabilisation générale, car elle autorise la déconnexion entre les lieux d'exercice du pouvoir économique et les lieux d'imputation de la responsabilité. Je prends juste un exemple, la catastrophe du Rana Plaza, dont vous vous souvenez peut-être, en Inde, dont plus de 1000 ouvrières, pour l'essentiel, meurent écrasées dans un immeuble en très mauvais état. Les propriétaires d'entreprises étaient de parfaits salopards, la question n'est pas là, mais d'ailleurs ils ont plus ou moins échappé quand même à la prison. Mais les conditions de travail étaient dues aux conditions imposées dans la chaîne de sous-traitance par les grandes entreprises de mode, de distribution occidentale. Donc, à partir du moment où vous avez une organisation en chaîne de fabrication, on est obligé de penser la distribution des responsabilités sur cette chaîne à proportion du pouvoir économique exercé. Bon, j'ai fait toute une opération de recherche au collège là-dessus qui a été publiée, parce qu'on voit réapparaître là la vieille notion de solidarité, c'est-à-dire tous ces agents économiques sont solidairement responsables. Ce n'est pas la solidarité au sens d'institution ici. Et c'est ce type de reconnexion qu'il faudrait opérer aujourd'hui. Et pour le faire, on ne peut pas se contenter du droit mou promu sous le nom de RSE. On a besoin d'un instrument, d'un cadre de référence commun, ce qui m'avait conduit à essayer de promouvoir, dans le cadre du centenaire de l'OIT, la mise à l'étude, à laquelle j'aurais souhaité que l'OIT puisse appeler l'ensemble du système des Nations Unies, d'une déclaration universelle des responsabilités sociales et écologiques. Alors, cet instrument, il y a eu d'autres qui ont réfléchi à ça avant. Je pense à la Fondation Charles Léopold Meyer, qui a même rédigé un projet de texte. À mes yeux, le grand intérêt, ça serait justement, dans un seul document, d'une part, d'opérer cette connexion entre le degré d'exercice du pouvoir, degré de responsabilité, et d'autre part, dans un seul document, de distribuer les responsabilités entre différents acteurs, qui ne soient pas seulement les États, mais aussi les organisations internationales et les grandes entreprises. Alors, c'est un peu ce que commençait à faire ce premier projet d'instrument juridique contraignant sur les entreprises, où il était mentionné que si, par exemple, enfin, il ne donnait pas l'exemple, qu'il y avait une responsabilité des organisations internationales. Si le FMI va dans tel pays d'Afrique en disant il faut absolument liquider votre système hospitalier, ou bien si on dit vous avez trop d'instituteurs comme on l'a fait au Mali, et après on vient en disant ah mais vous n'avez pas atteint vos taux de scolarité, ou bien vous avez l'Ebola, on peut dire que l'organisation qui a promu une politique de démantèlement de services de base, elle encourt une certaine responsabilité. De même, si elle pousse à des politiques, parce qu'ils l'ont fait aussi, si je prends le cas du Mali, on a dit ah non, l'avenir c'est pas l'économie vivrière, c'est terminé ça, il faut faire du coton sur les marchés internationaux. Alors et non, maintenant, les conditions de survie des populations étaient tout simplement
seulement mise en cause, bon, ça aggrave les phénomènes migratoires. Donc la mise en cause des organisations internationales, celle des États, celle des entreprises et celle des individus eux-mêmes, à la mesure évidemment de leur faculté d'agir. Donc il me semble que dans la démarche qui pourrait être envisagée vis-à-vis du système des Nations Unies dans son ensemble, c'est dans ces trois directions, démocratie économique, solidarité, responsabilité, que l'on pourrait se diriger, et avec un accent particulier mis sur cette nécessaire affirmation des responsabilités pour sortir de ce monde d'irresponsabilité généralisée. Bon, je vous remercie de votre attention et je vous prie d'excuser le caractère un peu confus et désordonné de cette présentation.